Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Alors, c'est pas le bon. Voilà, là ça doit être bien. Je vous laisse c'est OK au niveau du son et de l'image. On va commencer rapidement, comme tous les jours, de 6h à 7h. C'est l'émission Surperformance, avec pour objectif de surperformer le CAC, objectif que l'on réalise depuis bientôt 2 semaines maintenant. On va essayer de tenir ça sur le long terme. Vous avez plusieurs moyens de participer, soit par écrit, soit par audio. Vous avez le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission sur videobourse.fr. Et vous pouvez nous rejoindre sur Mumble ou Skype si vous voulez discuter avec moi en live. Vous avez les liens en haut à droite du cas de diffusion de l'émission. Bonjour à tous et Market Bull. Si c'est le graphe de l'or, pourquoi tu n'utilises pas Bollinger? Ouais, comme je disais, moi j'utilise pas les bandes de Bollinger. Après, je critique pas, chacun utilise ce qu'il veut. Phil disait que c'était OK au niveau du son. Il veut dire il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement. Bah voilà, FFF, normalement elles sont classées, hein, les vidéos. Si tu vas dans la partie vidéo, si tu vas dans la liste des vidéos relatives au salon, etc., normalement elles doivent être classées, donc tu vas les retrouver assez facilement. Si tu vas sur notre chaîne YouTube, tu as plusieurs playlists, donc j'ai essayé de faire ça le plus facilement possible. Après, s'il y en a que tu trouves pas, tu peux demander sur le chat ou sur le forum et je t'enverrai le lien rapidement. Voilà. Alors, sur le Mumble, il y a Liva. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc, merci Phil d'avoir confirmé. Alors, notre position, eh bien, on est toujours vendeur sur le CAC 40 avec une position avec 70 centimes le point. On avait commencé avec une position à 1 euro le point et on avait fermé en perte de 19,80 € après un gain de 505 € sur l'or. Donc là aujourd'hui on a bien baissé, on est allé jusqu'à 30 €, une trentaine d'euros de profit. On est revenu sur nos pas. Donc pas de gros mouvements, pas de grosses variations. Une dynamique de fond qui reste baissière, qui n'est pas remise en question. Des plus hauts qui restent de plus en plus bas ici sur le CAC 40 en graphique 4 heures. Des plus bas qui restent de plus en plus bas. Là, on n'a pas encore cassé les précédents plus bas, donc on ne va pas intégrer ce plus haut au sein de la résistance oblique baissière tracée en bleu sur mon graphe qui conduit et qui accompagne le mouvement de baisse pour le moment. Donc voilà, on a une tentative des vendeurs de revenir. On voit que c'est pas très franc, on ne cède pas directement, mais on a une première impulsion, donc on va voir ce que ça donne. Actuellement 7,70 € de profit sur notre position en cours. On est donc à 3708 points avec une position qui s'est ouverte à 3719 points, donc 11 points de profit sur notre position en cours, actuellement sur le CAC 40, avec toujours en ligne de mire 3600 points, et si on y arrive avec force, on laissera courir, voir si on casse. Si on voit qu'on commence à tergiverser et à rebondir sur ces 3600 qui a été une zone de support et qui a joué son rôle à de nombreuses reprises ces derniers mois, on prendra le bénéfice. Voilà l'idée. La prochaine zone de sortie se situe à 3885 points si on atteint cette zone. Donc on prend de nouveau un tiers de notre position avec notre biais vendeur donc sur le CAC 40 pour des raisons techniques, fondamentales et psychologiques. Donc une position intéressante, je trouve. Alors, Posé qui disait de faire une zone de recherche en tapant les mots-clés. Après, c'est peut-être difficile à mettre en place. Il y en a une posée, donc tu vas en haut à gauche, tu vois, dans le menu de gauche, tu as une zone de recherche, donc Google, mais interne au site. Donc tu tapes ce que tu veux retrouver sur le site et tu trouveras. Et sinon sur YouTube, pareil, hein, sur notre chaîne, tu peux chercher les vidéos en interne. Donc théoriquement, tu devrais trouver tout ça sans problème. Comme vous avez vu, j'ai mis une vidéo où je faisais un bilan de ces derniers mois de trading. Et des projets sur le site, etc. Je suis également pas mal présent sur le forum en ce moment, donc il y a pas mal de débats, voilà, si vous voulez les retrouver. Bien là, dans le cadre de l'émission, l'idée c'est quand même de partager, de dire ce qu'on fait, etc. Et déjà, on va commencer, après avoir fait ce rapide coup d'œil sur ce qui s'est passé ce jour sur le CAC 40, on va aller voir ce qui s'est passé fondamentalement. Alors déjà, en termes de pourcentage, le CAC 40 ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le CAC 40 a perdu 1,08%. Alors, je crois que j'ai oublié d'activer là. Ok, on va mettre ça. Ok. Donc, on a perdu 1,08%, donc une baisse significative du CAC. Je vous rappelle que l'idée principale, c'est quand même de se comparer au CAC 40. Là, pour le moment, on fait quand même bien mieux que le CAC, puisque si vous regardez en dessous du cas de diffusion de l'émission, vous avez justement le comparatif entre nos performances depuis le début de l'émission, donc le 24 juin, et les performances du CAC 40, avec nos résultats qui sont publiés et mis à jour toutes les 5 minutes. Et bien pour le moment, on fait bien mieux que le CAC, puisqu'on a un compte où on a clôturé 4,84% de profit, et on a un CAC qui progresse depuis le 24 de 0,22%, je crois. Donc si on ajoute les 1,08% de perte ce jour. Donc on va continuer à travailler sérieusement et on va voir quelles sont les possibilités ensuite. Alors,
Donc ça, on avait vu. La bourse de Paris termine en baisse. Quelques petites réactions. Donc la bourse de Paris terminée en nette baisse mercredi, moins 1,08% dans un marché pénalisé par la crise politique au Portugal qui ravive les tensions dans la zone euro et est assez peu sensible à des indicateurs américains contrastés. L'indice CAC 40 a perdu 40,56 points à 3702,01 points dans un volume d'échange de 2753 milliards d'euros. La veille, il avait lâché 0,66%. Voilà donc ce que l'on pouvait lire. Alors, on va aller chercher de l'information, notamment sur Romandie, qu'on a l'habitude de regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est les commentaires des analystes et des traders en salle de marché. Donc on va lire ça. Brésil, Rousseff met en garde, ok, ça on a vu, c'est pas intéressant. La bourse de Lisbonne s'effondre de 5,31%, donc ça c'est vraiment joué aujourd'hui. Donc on lit cette dépêche, c'est publié par l'AFP. La bourse de Lisbonne s'effondre de 5,31% à la clôture sous fond de crise politique. Lisbonne, la bourse de Lisbonne s'est effondrée de 5,31% à la clôture, alors que le Portugal traverse une grave crise politique après les démissions successives des deux ministres clés du gouvernement de centre-droit qui désormais jouent sa survie. L'indice vedette de la place, le Lisboète, le PSI 20, s'est établi à 5236,49 points avec l'ensemble des 20 titres dans le rouge. Voilà, donc ça c'est assez inquiétant. Ça, en tout cas, c'est plutôt des vecteurs d'inquiétude, donc de baisse des marchés européens, ce qu'on a eu ce jour. Alors, ça, en Égypte, c'est toujours le bordel. Bourse Londres se replie pénalisée par le Portugal et la Chine. On lit cette dépêche par rapport au FTSE. La bourse de Londres a clôturé mercredi en baisse de 1,17%, malgré de bons indicateurs américains sur l'emploi, pénalisés notamment par la crise politique au Portugal et les craintes sur la croissance chinoise. L'indice FTSE 100 des principales valeurs a abandonné 74,07 points par rapport à la clôture de mardi à 6229 points. Une enquête ADP sur l'emploi meilleure que prévu cet après-midi aux États-Unis comme apéritif avant le rapport américain sur l'emploi vendredi n'a pas suffi à calmer les inquiétudes des investisseurs au sujet des effets des crises en Égypte et au Portugal ainsi que du ralentissement en Chine, a commenté Michael Easson de CMC Market. La tourmente politique au Portugal après la démission de deux poids lourds du gouvernement a en effet fait trembler les marchés en ravivant les craintes d'un retour en force de la crise en zone euro. Le marché a également été pénalisé par le repli de l'indice PMI non manufacturier en Chine qui a renforcé les craintes d'un ralentissement de la croissance du géant asiatique. La publication d'indicateurs encourageants pour le marché du travail américain avant le rapport mensuel sur l'emploi très attendu de vendredi n'a donc pas permis de rassurer les investisseurs. Les embauches ont pourtant progressé en juin dans le secteur privé aux États-Unis, avec 188 000 emplois créés contre 150 000 attendus par les analystes selon l'enquête ADP, tandis que les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont progressé et ont enregistré un léger recul fin juin. Du côté des valeurs, les minières ont accusé le coup à l'image d'Anglo-American. Ok, donc ça va nous intéresser. Alors on va enchaîner avec d'autres points. Voilà, Paris ébranlé par la crise politique au Portugal. On va lire ça. La bourse, ouais. La bourse de Paris a terminé en nette baisse mercredi dans un marché pénalisé par la crise politique au Portugal qui ravive les tensions en zone euro et assez peu sensible des indicateurs américains contrastés. L'indice l'indice CAC 40 a perdu 40, ça on avait vu. Le marché parisien qui a perdu près de 2%. Le marché parisien qui a perdu près de 2% dans la matinée a évolué en net repli tout au long de la séance. Il a toutefois limité ses pertes en fin de journée alors que Wall Street repassait dans le vert au cours d'une séance écourtée à la veille de la fête nationale où le marché américain restera fermé. Le Portugal sert de catalyseur à la baisse des marchés. Cela ravive un peu les vieilles craintes sur la zone euro, souligne Renaud Muraille, gérant chez Barclays Bourse. Lisbonne a connu 2 démissions d'affilée depuis le début de la semaine au sein de son gouvernement, dont le ministre des Finances faisant craindre un éclatement de la coalition au pouvoir et de nouvelles élections.
Les taux d'emprunt des pays fragiles de la zone euro, surtout celui du Portugal, ont été chahutés sur le marché obligataire. L'incertitude porte sur l'éventualité de nouvelles élections et de politiques qui seraient alors menées, alors que le pays a fait de nombreux efforts en échange de l'aide internationale, observe le gérant. Néanmoins, on n'est pas dans l'urgence de la situation qu'on a pu connaître dans d'autres pays de la zone euro il y a plusieurs mois selon lui. S'ajoutent à cela de nouvelles inquiétudes concernant la Grèce et sa capacité à obtenir une nouvelle tranche d'aide de la part de ses bailleurs internationaux. En revanche, les différentes statistiques américaines ont eu peu d'impact sur la tendance, malgré de bonnes nouvelles sur l'emploi. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement baissé la semaine dernière, alors que les analystes s'attendaient à une légère hausse. Les embauches ont par ailleurs progressé plus que prévu en juin dans le secteur privé, selon l'enquête ADP. Le marché n'a ensuite pas été affecté par l'indice ISM d'activité dans les services qui a reculé en juin, les analystes misant au contraire sur une stabilité de l'indicateur. Voilà donc ce qu'on avait pu lire. Alors, le roi de Bel Albert II annonce sa décision d'abdiquer à quelques mouvements d'amplitude au niveau politique en Europe. Donc ça c'est plutôt des vecteurs d'instabilité, donc d'inquiétude et de baisse potentielle des marchés que de hausse. On termine ce point fondamental, il est déjà 18h14, on a fait un quart de l'émission, par le point sur le DAX. Donc l'indice des 30 valeurs vedettes de la bourse de Francfort a terminé en baisse de 1,03% à 7829,32 points mercredi, après avoir chuté à 7730 points, remontant un peu la pente après des statistiques américaines meilleures que prévues concernant le marché du travail. L'indice des valeurs moyennes, MDAX, a fini en recul de 0,99% à 13 608,49 points. La crainte d'un retour de la crise de la dette a lourdement pesé sur le marché francfortois comme sur les autres places boursières européennes, alimentées par la crise politique portugaise, mais aussi de nouvelles inquiétudes concernant la Grèce et sa capacité à obtenir une nouvelle tranche d'aide de la part de ses bailleurs internationaux. Mais les nouvelles venues des États-Unis concernant leur marché du travail ont quelque peu relâché la tension. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage y ont légèrement baissé la semaine dernière, alors que les analystes s'attendaient à une légère hausse. Les embauches ont par ailleurs progressé plus que prévu en juin dans le secteur privé. Statistique moins encourageante, l'activité américaine a reculé dans les services en juin, alors que les analystes s'attendaient à un niveau d'activité quasi stable. Du côté des valeurs, Commerzbank a souffert mercredi comme à chaque soubresaut de la crise de la dette, finissant bonne dernière du DAX avec moins 5,36% à 5,82. Deutsche Bank a limité ça, on avait vu. Ok. Bon, le reste on avait vu. Donc voilà le contexte fondamental, plutôt inquiétant, c'est pour ça qu'on a des baisses en Europe. Même si là on se rattrape un peu après séance sur le CAC, on revient quasiment au niveau de notre point d'entrée initial qui avait été fait le 28 juin dernier. Actuellement on a 3710,5 points, on ne gagne plus que 5,25 €. Donc on verra comment ça évolue. Et donc je maintiens mon biais baissier sur le CAC 40. Alors sur le chat écrit, pardon, qu'est-ce qui se dit? Pardon, j'ai shorté l'or car je crois qu'après la petite correction, on risque de replonger des déposés. Alors justement, ça va m'emboîter le pas et ça va me permettre d'aller voir ce qui se passe du côté de l'or qui nous a fait réaliser un très beau profit ces derniers jours. Alors sur l'or, on est à peu près dans le même contexte qu'hier, donc on rappelle le contexte de fond dans lequel on est ici en graphique journalier. Et techniquement, on est sur une dynamique de fond baissière. On a des plus hauts de plus en plus bas, de manière assez agressive, des décrochages francs et souvent très rapides, donc une vraie force vendeuse dominante. Récemment, on était en pleine impulsion, on a terminé cette dernière, on est sorti dans un très bon timing, on est une phase de correction. Effectivement, on voit que le mouvement de correction, donc si on zoome ici, alors on va se concentrer sur le graphique, je vais couper la webcam. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, puisque je vois que il y avait quelques soucis, mais théoriquement, il n'y a pas de réaction sur le chat écrit, donc je crois que c'est bon. Bon,
on va enchaîner quoi qu'il arrive. Donc la dynamique de fond reste clairement baissière. On a eu 2 jours de correction assez forts. Hier, on avait une petite journée de baisse. Pour moi, c'était un peu tôt pour prendre position éventuelle. Aujourd'hui, on a une petite journée de hausse. Elle n'est pas très franche. Alors même si elle est de hausse, non, c'est parfait, disait Match, merci Match. Match qu'on a retrouvé hier. Et vous avez le différé de son émission qui est disponible justement dans la partie vidéo ou sur notre chaîne YouTube. Avec son émission Passer à l'action. Il y a également un tableau qui a été publié sur un sujet sur le forum qui est dédié. Vous pouvez également retrouver sur son Twitter. N'hésite pas à mettre les liens Match si tu veux en dire plus. Alors, là, effectivement, pour moi, on stagne depuis plusieurs jours, dans un contexte de fond qui reste quand même très clairement baissier. Donc, comme disait Posé, moi aussi, je serais plutôt vendeur dans ce contexte-là. Après, au niveau du timing, je ne prendrai pas position maintenant. J'attendrai un retour plus franc de la part des vendeurs pour toujours prendre sur impulsion et non pas sur hésitation. C'est toujours quand même beaucoup plus simple. On sait que les marchés sont rarement en mouvement et le plus souvent dans des phases assez courtes. On le voit très bien sur ce graphe. On voit que seulement 1, 2, 3, 4 bougies amènent l'essentiel du mouvement sur ce graphique, et finalement le reste du temps, on doit avoir peut-être une centaine de bougies sur ce graphe, ou une 70 peut-être, eh bien on bouge très peu. Donc pour ça, il faut savoir où on met son capital et le risquer intelligemment. Tant qu'on ne bouge pas, il n'y a pas de raison particulière de prendre position. Alors après on peut établir des scénarios, etc. Mais autant allouer son capital et prendre du risque quand on bouge, sachant qu'on bouge peu et souvent rapidement. Donc voilà, c'est un peu ça la logique. Sur le CAC, c'est pas ce que j'ai fait forcément. Donc là, si je devais donner mon avis, c'est assez intéressant parce que la dynamique de fond est clairement, techniquement, j'entends pour l'instant uniquement, techniquement on est dans une dynamique forte, baissière, on a une phase de correction qui commence à ralentir. Donc voilà, une prise de position actuellement se ferait à la vente et non pas à l'achat pour ma part. Après, qu'est-ce qu'on peut viser? J'aurais pas l'objectif précis. On peut viser pourquoi pas les précédents plus bas. Si on y arrive fort, on laisse courir. Si on voit qu'on commence à tergiverser, on prend le bénéfice. Ça, c'est assez classique. Si on sort, moi j'aime bien sortir en plusieurs fois. Donc par exemple, sortir en 3 fois un tiers. Ça permet de diminuer ses pertes potentielles. Soit on a tout de suite raison, à ce moment-là on prend un bon bénéfice puisqu'on coupe la position gagnante en une seule fois. Soit on a d'abord tort avant d'avoir raison, à ce moment-là on prend un bénéfice mitigé, mais ça veut dire que notre point d'entrée n'était pas excellent. Donc pour moi c'est une logique assez intéressante et assez cohérente, surtout sur des trades en tendance, que cette prise de profit en une fois et cette prise de perte en plusieurs fois. Alors, donc voilà un peu ce qui pourrait être joué. Donc dans l'absolu, si j'étais obligé de prendre position, ce serait plutôt à la vente. Maintenant, ce que je ferais, si je voudrais un point d'entrée, j'attendrais une bonne impulsion baissière pour rentrer sur quelque chose de plus concret. On voit plusieurs ombres, ça c'est symptomatique d'acheteurs qui ont du mal à continuer à progresser, donc d'un mouvement de correction qui commence à affaiblir. Alors après, fondamentalement, à chacun de se faire son point de vue et son avis. C'est vrai que 1200, on a actuellement 1250 dollars l'once d'or, c'est beaucoup plus bas que ce qu'on avait il y a quelques mois. Puisque par exemple au mois d'octobre 2012 on était quand même à 1794, donc on était revenu proche des plus hauts historiques qui étaient un peu plus de 1900 dollars sur l'once d'or. L'or c'est quand même une valeur refuge, et si tout part en vrille, je pense que les investisseurs peuvent vite s'y intéresser de nouveau. Donc dans cette optique, être acheteur sur l'or peut être intéressant. Alors si on veut être acheteur, techniquement on avait un bon timing à l'entrée, je pense, il y a quelques jours, le 28, puisqu'on avait une englobante haussière, donc on était à la fois très bas, mais en même temps on ne rentrait pas contre une impulsion, parce que c'est toujours difficile de ramasser un couteau qui tombe. On n'est pas très loin de ce point, donc si on est acheteur dans l'absolu, il faut réfléchir en conséquence, et se dire peut-être on pourra racheter également plus bas, donc ne pas tout mettre au niveau du premier point d'entrée, puisqu'on est quand même contre une impulsion forte. Donc rentrer peut-être la moitié de sa position maintenant, et re-rentrer si on va chercher plus bas, par exemple les 1000 dollars et qu'on commence à ralentir, pour moyenner son point. Si on rentre tout d'un seul coup, peut-être pas trop serrer son stop de manière assez précise, pourquoi pas sous les précédents plus bas, ou un peu plus bas si on veut éviter le piège, puisqu'on sait que bien souvent, on a des market makers qui vont déclencher, ou des grosses mains qui vont déclencher les stops juste sous les précédents plus bas avant de corriger. Mais voilà, dans l'absolu, fondamentalement, les cours actuels sont assez bas par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que les prochains mois, prochaines années seront pas un long fleuve tranquille et qu'on va avoir beaucoup de nervosité, que ce soit politiquement, économiquement, il y a beaucoup de défis à relever. Donc je pense que l'or peut remonter. Voilà, donc c'est un point de vue un peu mitigé avec différentes horizons de temps. On a lu des articles assez intéressants à ce sujet ces derniers jours. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à l'or. Voilà, ça dépend de son point de vue, de son horizon de temps, etc. Alors sur le chat écrit, il y avait quelques réactions. Ça on avait vu. Match, ouais, qui laissait le lien justement. Vers le Twitter de l'émission Passer à l'action. L'émission qui s'était tenue hier de 14h à 15h, ce sera désormais tous les mardis sur videobourse.fr. Il avait pris une position
sur Valeo, il avait une position en attente sur L'Oréal. On avait vu, il a acheté ST Microelectronics, donc il y a toutes les informations très précises par rapport à ses prises de position. Ordre en attente sur Renault, voilà, et donc il a publié un tableau où il a précisé ses différentes prises de position, pas ses prises de position, pardon, les actions qu'il surveille, donc les actions qu'il surveille et qu'il jouerait éventuellement sur un biais haussier, les actions sur lesquelles il est neutre, et les actions qu'il jouerait plutôt sur un biais baissier. Voilà, donc précis, bien organisé, merci pour le partage Madj. Vraiment cool ton émission, disait Posé. Sur Twitter, je donne toutes les positions prises en temps réel et je poste le tableau des actions en tendance hebdo. Johan qui nous a rejoint, salut, ça va? Posé qui disait Fabien, dans la bannière de l'émission de Madj, ce qui est écrit, ça pouvait être moins compressé car on a du mal à lire. Oui, oui, on va faire des images mieux que ça. Là, on a pas encore eu tellement le temps de s'en occuper, on fera ça, ouais, mais tu as raison sur ta remarque posée. Johan qui disait, je suis sur Vidéo Bourse depuis quelques temps déjà, avant j'étais super actif sur le site et je viens maintenant solliciter votre aide. Oui, Johan, pas de souci, je t'écoute. Tu veux de l'aide par rapport à quoi? Par contre c'est des conseils, on peut pas te donner de conseils, il n'y a pas de conseils en investissement, il faut des licences pour ça, on ne les a pas, donc on fait simplement de l'analyse, on dit ce qu'on fait sur videobourse.fr, voilà. On va enchaîner avec d'autres produits. Donc c'était le dollar yen qui avait pas mal bougé ces derniers temps et qui pouvait proposer quelque chose d'intéressant. Alors sur le dollar yen, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est sur une dynamique de fond clairement haussière. On a des vendeurs qui sont revenus assez fortement. On a eu un pullback et ces derniers jours, on a eu pas mal de journées très fortement haussières. J'avais dit que je maintenais un biais baissier tant qu'on était sous les précédents plus hauts. Là, on a un premier affaiblissement de ce mouvement de hausse sous l'ancien support oblique haussier qui pourrait constituer désormais une zone de résistance oblique haussière. Là on voit que les acheteurs ont du mal à continuer, les vendeurs ont tenté de reprendre dans le marché, on a fait avoir une englobante baissière, mais finalement on a une petite phase de correction. Pour moi c'est peut-être un peu tôt pour prendre position maintenant, donc les plus engagés et ceux qui croient le plus dans un scénario baissier peuvent prendre position dès maintenant en se protégeant sous les précédents plus hauts. Donc à ce moment-là ça ferait une position à 99,94 avec un stop au-dessus des 103,73. Moi je suis déjà en position sur le CAC, donc j'ai pas envie d'aller partout. Ce compte, l'idée c'est pas d'être super actif, mais de surperformer le CAC, ce qui est largement fait jusqu'à maintenant. Donc il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Ça c'est un des grands pièges des marchés, que de vouloir être super actif, etc. Sur le long terme, et j'en sais quelque chose, moi-même j'ai souvent et longtemps eu ce souci, c'est pas ce qui paye le plus. Loin de là, au contraire, on multiplie les commissions, donc c'est une difficulté supplémentaire. Donc là je continue à travailler, donc là ce que je donne c'est quand même pour faire un balayage des différentes opportunités et de ce qui se passe sur les différents marchés. Mais moi, j'aurai pas tant d'action que ça. On voit que c'est souvent des positions qui ont duré plusieurs jours, voire plusieurs semaines certaines fois, selon les contextes. Mais c'est ça, je pense. Après, chacun son approche, chacun son trading. C'est vrai que aussi en ce moment, je suis pas dans le trading court terme. On pourrait y revenir. Je vais lancer pas mal de robots ces prochains temps. J'ai énormément de boulot sur le site, donc j'ai pour l'instant pas eu le temps de tout développer. Mais là, ces prochaines semaines, il y aura aussi beaucoup de robots. Donc on suivra des robots qui prendront aussi des positions sur très court terme. Il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Voilà. Enfin bref, pour en revenir à notre dollar yen ici en graphique journalier, c'est un timing qui peut être un peu pour moi prématuré, donc pourquoi pas attendre d'avoir une seconde bougie. Par exemple si demain on a une belle bougie baissière, pourquoi pas prendre position à ce moment là. Là on a simplement une bougie baissière, on n'a pas de figure particulière, pas d'englobante ou quoi que ce soit. On voit que les vendeurs ont tenté de revenir fort, qu'on a corrigé à la, donc c'est à dire qu'il y a encore une certaine présence acheteuse. C'est un peu tôt, c'est tout à fait possible que demain on reprenne le chemin de la hausse. Cette hausse n'est pour le moment pas remise en question, donc moi j'attendrai au moins une journée de plus clairement baissière ou voilà une amorce de correction un peu plus franche. Mais les cours actuels me semblent intéressants, on peut sortir en plusieurs fois de manière assez cohérente, donc c'est un contexte de marché qui me plaît. Voilà, donc dans l'absolu si je dois prendre une position c'est vendeur sur le dollar yen. Et donc là tout de suite si par exemple je devais placer absolument un trade, bon je rentre maintenant, je place mon premier stop au-dessus des plus hauts marqués ce jour. Donc oui, aujourd'hui on a quand même marqué des plus hauts que les jours précédents. Donc au-dessus de 100.85, donc à 101 précisément, je sors un premier tiers de ma position. Je sortirai un second tiers de ma position en cas de cassure des précédents plus hauts qui ont été marqués le 29 mai. Donc à 102.53, donc je mettrai à 102.60. Et enfin, dernier tiers sorti si on casse les précédents plus hauts qu'on avait marqués le 22 mai. Donc à 103.73, donc je mettrai à 103.80. Le dernier tiers de sortie, et je viserai un objectif
Pourquoi pas rallier les plus bas qu'on a marqués le 13 juin, donc les 93,77. Si on arrive fort, on laisse courir et on continue à prendre du profit. Si on commence à tergiverser, on prend le bénéfice. Et avant cela, bien, selon le contexte du marché, on peut sortir avant et prendre le bénéfice en une seule fois. Voilà, la logique serait respectée. Ici sur le dollar yen, fondamentalement, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a des très bonnes vidéos, je vais vous donner le lien vers la chaîne de Natixis Asset Management. Là, c'est vraiment du contenu de qualité. Il y a à chaque fois le directeur de recherche économique qui donne son point de vue, etc. Fondamentalement, bien sûr, ce gros mouvement est lié à la décision de la Banque centrale japonaise d'évaluer le yen. On a vu qu'il y en a qui ont largement profité, il y a notamment Soros qui a fait encore beaucoup d'argent là-dessus. C'est des gros mouvements qui amènent de la spéculation. Des mouvements aussi forts amènent à un moment ou à un autre des corrections fortes. Là, on a eu un premier appel d'air. Il semble que ce qui devait être pricé au niveau de cette dévaluation et des décisions de la Banque centrale japonaise a été pricé. Voilà, donc moi, là, tant qu'on est sous les précédents plus haut, je ne m'opposerai pas à une décision de banque centrale ou à des comportements liés à une décision de banque centrale, notamment la banque centrale japonaise ici. Donc si on casse ce précédent plus haut, je repars sur un biais haussier sur ce produit, sans aucun problème. Cependant, tant qu'on est en dessous et qu'on est dans ce contexte et qu'on voit que les acheteurs commencent à faiblir, bah, je pense que c'est des points d'entrée qui peuvent être intéressants à la vente et qui peuvent amener des corrections intéressantes. C'est ma lecture des choses, de la psychologie des foules, de la psychologie des investisseurs et ma lecture fondamentale de ce qui se passe. Je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste. Je vais vous laisser le lien vers les recherches de Natixis, vers leur chaîne YouTube. Là, on a vraiment des chaînes YouTube d'excellente qualité qui se créent en ce moment. La vidéo sur internet se généralisant et se démocratisant. Voilà, donc il faut en profiter. On a quand même des personnes très calées qui partagent leur savoir. C'est pas toujours spécialement mis en avant. Et pourtant, eh bien, ça peut aider à gagner de l'argent, parfois. Voilà, j'ai retrouvé le lien que je vous mets sur le chat écran. Alors Johan, on t'écoute hein, par rapport à l'aide que tu voulais demander. Alors si vous avez des réactions, des graphiques à partager, n'hésitez pas. Alors on a vu hier notamment, c'était l'ami Phil qui était acheteur sur le dollar face au dollar hongkongais. Déjà 18h30, on a la moitié de l'émission là. Bon, on n'a pas eu de gros mouvements sur le dollar face au dollar hongkongais ce jour. Là on voit des acheteurs qui reviennent légèrement. On est toujours sur des niveaux assez intéressants. Donc toujours la même logique. Effectivement, on est bas au sein d'un range et d'un seuil, au-dessus d'un seuil pardon, qui est largement protégé depuis 30 ans par la banque centrale hongkongaise. Donc on a des cours intéressants qui peuvent amener à des corrections, soit vers la médiane du range dans lequel on est depuis, là on a du recul sur les dernières années, mais qu'on a depuis au moins une décennie. Et donc un objectif faut être à 7,78 avec un stop relativement serré. Là en l'occurrence on pourrait placer le stop sous les plus bas qui avaient été marqués en 2009, donc sous les 7.7460, donc par exemple 7.74 55, donc ça ferait un stop de 7.7445, ça ferait un stop de environ 90 points pour un objectif à 7.78, donc un objectif de 260 points. Et bien ce serait donc quelque chose de tout à fait intéressant. Donc un ratio gain-perte de plus de 2 pour 1. Un seuil qui est protégé depuis 30 ans par une banque centrale. Donc là c'est un trade, on peut jamais être sûr de ce qui va se passer, mais où les probabilités semblent dans notre sens et il y a des vrais arguments fondamentaux. Donc si tu veux nous en dire plus, Phil, n'hésite pas à nous en dire plus, hein, c'est toi qui nous avais particulièrement parlé de ce trade. Il y avait également Adrien Raymond de Daily FX que j'avais interviewé à ce sujet, qui lui aussi avait parlé de bonnes opportunités par rapport à ce produit. Une autre manière d'en profiter, ça peut être de parier sur des retracements plus faibles, mais en prendre à plusieurs reprises, puisqu'on voit ces derniers temps, on a tendance à revenir souvent sur ce seuil des 7.7460 ou proche de cela, 7.7490, etc. Et à remonter un peu avant de corriger. Donc ça c'est un peu ce qui s'est passé ces dernières années. Donc du coup si on attendait des trop hauts retracements, on va pas forcément les chercher. Donc
à chacun après d'établir une stratégie. Tout ce que vous savez, c'est qu'on a un seuil très fort, protégé depuis 30 ans par une banque centrale. Ça, c'est intéressant, il y a de quoi faire, il y a quoi bosser, il y a quoi réfléchir, et établir des stratégies intéressantes. Alors justement, Phil, partagez un lien par rapport à ça sur le chat écrit. Merci Phil. Ok. Alors, USD HKD, une opportunité historique. L'un des principaux buts du challenge, alors ça c'est par Adrien Raymond, c'était publié le 10 octobre 2012, voilà, donc ça ne sort pas de nulle part. L'un des principaux buts et challenges de tout trader est d'identifier les stratégies ayant une meilleure probabilité de réussite que d'autres. Il existe une pléthore d'opportunités sur les marchés, mais il arrive des fois où l'on peut en trouver certaines qui sont fortement intéressantes et qui présentent un potentiel de réussite plus élevé que d'autres et ayant le même niveau de risque associé. Tel était le cas pour notre stratégie d'achat spéculatif sur l'euro-franc suisse au premier et au deuxième trimestre, et maintenant nous nous focalisons désormais sur une opportunité similaire sur le dollar hongkongais. Un peu d'histoire sur la politique monétaire de Hong Kong. Voilà, donc là il y a toutes les explications, donc un travail de recherche intéressant qui a été fait par Adrien Raymond. Eh bien, n'hésitez pas à consulter cet article, on le lira peut-être en fin d'émission. Pour l'instant, on va passer à autre chose. Et donc voilà, ce qu'il y avait surtout à voir, c'était un graphique, donc de manière plus rapide, merci Phil. On voyait cette limite des 7,75 dollars hongkongais pour un dollar américain, qui était protégée depuis, là on avait un recul depuis 2007. Voilà, c'est 7,80 l'objectif haut. Et on peut même monter jusqu'à 7,85, ce serait la limite supérieure. Bande de fluctuation depuis 2005. PEG traditionnel USD HKD 7,80, donc ça c'est le prix qui est régulièrement touché et le prix médian un peu sur USD HKD, donc voilà ce qui était dit. Merci Phil. Johan qui disait en fait j'ai recommencé le trading et j'ai réinstallé MT4, mais je n'ai pas le bouton pour passer les ordres et F9 ne fonctionne pas aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider s'il vous plaît? Alors c'est très bizarre. Ça ne fonctionne plus. Est-ce que tu n'avais pas une histoire d'écran, Johan? Parce que sur MT4, quand tu appuies sur F9, donc là par exemple si j'appuie sur F9, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre pour les prises de position. Et en fait, si tu as à un moment donné branché un autre écran, il se peut que ta fenêtre d'ordre s'ouvre sur un autre écran. Tu vois ici, elle commence à disparaître. Et que ça n'ait pas été reconnu. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais plus exactement. Peut-être redéfinir tes écrans en allant dans personnaliser. Dans les petits font du bruit dehors. 2 petites secondes s'il vous plaît. Voilà, désolé. Oui, donc j'y vais. Il faut aller dans la configuration des écrans sur ton bureau. Et donc tu reconfigures tes écrans, sinon, dans le pire des cas, il faudra réinstaller MT4. Voilà, Johan, que je peux donner comme réponse. Phil qui laisse un lien. Un autre graphique toujours par rapport à ce dollar hongkongais. Introduction of the Linked Exchange Rate System. Donc il y a eu un système de seuil qui a été, et de coût moyen par rapport au dollar hongkongais qui a été instauré en 1984, je crois, en 1983. Voilà, octobre 1983. Et ensuite, on voit les différentes évolutions. Et ce dollar hongkongais qui a été largement encadré, qui ne bouge quasiment plus. Donc là, pour ceux qui veulent peu de mouvement et de la stabilité, établir des stratégies dans un contexte qui ne durera pas toujours, puisque tout ça c'est l'histoire de l'humanité, on dépasse même le trading, on est amené à évoluer et à construire, à déconstruire des choses, mais en tout cas, là on a quand même une crédibilité au niveau de la défense de ce seuil des 7,75 environ, et on peut monter jusqu'à 8 parfois, mais c'est très rare, on reste souvent bloqué dans cette toute petite zone là, entre, voilà on a parlé, 7, que je dise pas de bêtises, dans cette toute petite zone entre, qu'on a ici, 7,74 et 7,8. On peut monter jusqu'à 7,85, on a vu sur le graphique de DailyFX. Eh bien, c'est tenu depuis 30 ans, maintenant, donc c'est pas quelque chose qui sort d'hier, et on se base sur des faits historiques, concrets et très forts, et une politique monétaire qui pour le moment n'est absolument pas remise en question et qui, à un horizon de temps moyenne, ne semble absolument pas être remise en question. On n'est pas dans une zone politiquement en danger ou instable à Hong Kong, donc voilà. Merci Phil. D'ailleurs Phil, toi si tu veux nous donner tes idées de stratégie, alors on sait que tu as des positions, mais d'après toi quels sont les différents moyens justement de profiter de ce prix assez bas, juste au-dessus d'un support qui est défendu depuis très longtemps par
la Banque centrale de Hong Kong face au dollar. Alors on va enchaîner, il est déjà 18h37, ça passe à une vitesse incroyable, avec d'autres produits. On va aller voir l'euro-dollar. L'euro-dollar, on est toujours dans un triangle qui tient bon et qui se dessine maintenant depuis septembre 2012. Donc ça va bientôt faire un an, ça fait 8 mois, 9 mois là. On a une zone médiane de ce triangle que j'ai dessiné entre 1.3033 et 1.3173. On est revenu tester justement 1.33 ce jour, donc on est vraiment dans la zone médiane, il n'y a pas de mouvement particulier. L'impulsion était baissière à court terme, mais la dynamique, on le voit à moyen long terme, n'est pas claire du tout. Dans ce contexte, il faut établir des stratégies propres à des marchés qui ont tendance à fortement corriger dans un sens et dans l'autre, et établir une stratégie de suivi de tendance dans ce contexte, pour moi, n'est pas des plus judicieux, il y a des choses bien plus intéressantes à faire. Honnêtement, moi sur l'eurodoll, j'aurais même pas d'avis du tout. Pourquoi? Eh bien parce que on n'est même pas vraiment dans une partie basse. Pour être dans une partie basse, il faudrait rallier le bas du triangle, donc on avait pu tracer en reliant 3 points bas depuis novembre 2012, et le dernier point bas qui s'établissait en mai dernier. À ce moment-là, il faut un retour plutôt vers les 1.28 40, 1.28 50, 1.28 60. Là actuellement on a 1.30 93. Donc à la limite, on est trop haut pour moi pour acheter et jouer un retour vers la zone médiane ou la partie haute du triangle. On est trop bas pour jouer l'inverse, bien sûr. On n'a pas assez de force pour moi pour jouer l'accélération et la cassure du triangle pour le moment. Il n'y a pas d'indication dans ce sens-là. Donc moi, je resterai à l'écart de l'euro-dollar. Je pense qu'il y a bien mieux à faire sur d'autres produits. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Ok, ça on avait vu. Alors on va enchaîner avec le câble. On a une belle bougie haussière ce jour. Alors le câble, on sait que c'est un produit qui a tendance à beaucoup retracer. Là on a quand même une très belle englobante, donc dans l'absolu, si je vais prendre une position pour quelques jours, en tout cas pour demain, ce serait une position acheteuse, suivant cette impulsion, pour jouer pourquoi pas un ralliement des précédents plus hauts qu'on a marqués. Hein, on voit que le câble, c'est ça, hein, ça retrace vite et fort. Alors là, a priori on amorce un rebond, on va peut-être essayer de tracer un support oblique haussier, puisqu'on a l'air d'avoir des réactions à répétition, voilà, qu'on peut tracer comme cela. Sur cette ligne oblique haussière. Voilà, oui, acheteur, en se protégeant sous les précédents plus bas. Alors après, si on a un scénario résolument acheteur, ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas d'avis précis sur le câble, on peut sortir un premier tiers par exemple ici, sous les précédents plus bas, un second tiers sous cette seconde zone, et puis un dernier tiers sous les précédents plus bas qui avaient été marqués en mars dernier. En revanche, on va choper l'objectif. Objectif pourrait être les précédents plus hauts dans l'absolu, mais on pourrait sortir plus tôt si on commence à tergiverser en un seul coup. Voilà, ça c'est mon scénario classique, hein, mais c'est, je pense, assez intéressant à jouer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand-chose, hein, il ne faut pas inventer des choses sur le câble. J'ai pas d'avis supplémentaire, on n'est pas en tendance franche, et je pense qu'il y a des choses plus claires techniquement sur d'autres produits. Alors, le VIX qu'on avait eu l'habitude de regarder ces derniers jours, on voit que ça baisse. Alors demain, c'est la fête, fête nationale aux États-Unis, donc ce sera fermé. Donc ça ne sera pas une grosse volatilité, ça va être fermé carrément les marchés américains, le S&P. Donc voilà, on est dans un niveau tout à fait médian, tout à fait habituel hein, sur le VIX. Donc on avait eu quelques inquiétudes, on avait vu la hausse du VIX ces dernières semaines, derniers jours par rapport à la baisse assez forte des marchés, notamment européens. Bon là on est revenu dans un contexte tout à fait normal avec une phase de correction assez significative, donc on est revenu dans un VIX assez calme. Cependant moi je serais plutôt acheteur sur le VIX puisqu'en fin de semaine on aura des chiffres importants par rapport à l'économie américaine. On entend parler à répétition en ce moment d'un potentiel ralentissement ou d'un arrêt des QE et des annonces qui iraient dans ce sens-là, donc ça pourrait inquiéter les marchés, amener de la volatilité, donc moi j'achèterais dans l'absolu le VIX actuellement. Voilà, là je ne vais pas parler spécialement techniquement parce que c'est un indicateur assez spécifique, le VIX, que l'on peut trader, mais pour moi ça sert à rien de le lire de la même manière qu'on lit d'autres marchés, mais bon, peut-être que je me trompe. Alors les marchés US, on va aller voir ce qui s'est passé, même si tous les marchés actions sont liés, on va peut-être avoir des choses intéressantes à étudier. Du côté des États-Unis, voilà, ici eh bien, on a le Dow Jones industriel. Alors qu'est-ce que l'on constate? Bon, bien sûr, on est dans une dynamique de fond très fortement haussière. Moi je trouve très haut, donc j'aurais plutôt un biais baissier. Alors après comment le jouer, ça c'est pas évident. Un peu comme sur le CAC, on a eu un premier appel d'air mais qui était moins franc que sur le CAC. Là on revient assez fortement. Ce jour on est plutôt haussier alors qu'on a baissé en Europe. D'ailleurs on voit, c'est pour ça que hors séance les marchés européens ont tendance à corriger un peu la baisse du jour. Demain c'est fermé aux États-Unis et tout va jouer en fin de semaine.
Donc moi dans l'absolu je serais plutôt vendeur. De plus si on a l'annonce d'un ralentissement du QE, bah, de toute façon on peut pas avoir plus de relance, ça c'est clair, hein. Je pense que là on a des niveaux très hauts de relance et donc absolument, ce qu'on entend parler c'est plutôt d'un ralentissement et non pas d'une accélération. Je pense que tout a déjà été pricé, donc dans l'absolu je serais plutôt vendeur. Alors après je ne vais pas rentrer à n'importe quel timing, je vais attendre des premiers signaux. On peut considérer que ça c'était un premier signal, là on n'a pas de timing pour rentrer, donc attendre au moins une amorce de correction pour shorter. Mais dans l'absolu oui, je suis plutôt vendeur sur les marchés américains. Et je pense que si on a des bons chiffres par rapport à l'emploi en cette fin de semaine aux États-Unis, on peut avoir des anticipations de la part des spéculateurs d'arrêt ou de ralentissement du QE et avoir une belle correction sur les marchés actions qui ont été dopés par ces plans de relance monétaire. Donc j'attendrai un petit signal, un petit ralentissement, mais je serai plutôt vendeur sur les marchés actions américains. Après, ne pas le jouer n'importe comment, parce que ceux qui ont joué n'importe comment la baisse des marchés se sont fait défoncer depuis plusieurs mois maintenant, presque un an. On a eu une très grosse accélération haussière. Eh bien, voilà, sortir en plusieurs fois, comme d'habitude, donc là dans l'absolu. Bon, quoi qu'il arrive, si je vais prendre position maintenant, je serais plutôt vendeur malgré la hausse du jour, mais comme je dis, j'attends plutôt une phase de correction pour le prendre réellement, parce qu'on n'est jamais forcé de prendre position sur les marchés. Voilà, par exemple, la journée du 28 était intéressante, alors là en l'occurrence on aurait pris plus bas, donc on aurait plutôt perdu de l'argent, mais on peut pas savoir ce qui va se passer après. Il faut prendre une décision à un moment donné, et là on avait techniquement quelque chose d'intéressant, donc au niveau du timing on était sympa. En plus, on avait une phase d'impulsion, une phase de correction qui ralentissait, tac, une englobante baissière, donc là, oui, c'était pas mal. Alors, comment on sort? Bah, si on prend position maintenant à 14 934 points, pour moi, premier point de sortie à 15 279 points, et second point de sortie au-dessus des précédents plus hauts. On n'est pas obligé de sortir en plus, donc on peut sortir en 2 fois cette position, par exemple. Ça me semble cohérent. Voilà. Après, l'objectif, soit on a pas beaucoup d'objectifs, donc ça peut être simplement les précédents plus bas qu'on a marqué le 24 juin dernier, et si on voit qu'on commence à tergiverser, on prend le bénéfice, soit on arrive très fort sur cette zone, on laisse courir, et à ce moment-là, ben, j'attends le ralentissement, comme sur l'or, ce qu'on avait fait l'autre fois, et je sors avec le tempo du marché, on va dire. Voilà donc ce que je pouvais dire par rapport à ce Dow Jones. Déjà 18h44, il nous reste un quart d'émission, on va aller faire un point de nouveau sur ce qu'il dit sur le chat écrit. Nico qui nous a rejoint, salut Nico, comment vas-tu? Nico qui disait qu'il a acheté 5 mini-contrats, alors attends Phil, j'avais vu ton dernier lien, oui. Qui nous disait qu'il avait acheté 5 mini-contrats d'eau sur Signal à 17h50. Très bien Nico, on va regarder ça, merci pour ton partage. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on a eu une bonne impulsion haussière. À un moment donné, on a cassé les précédents plus hauts. À ce moment-là, Nico en a profité pour acheter. Le mouvement s'est poursuivi. Donc pour le moment, il y a un bénéfice intéressant en cours. On voit plus 86,60 €. Tu as déjà clôturé. Comment s'est passé ton trade? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je vois le carré. Mais c'est quoi le carré? Est-ce que c'est ton point d'entrée et ton point de sortie se faisait au niveau du rond rouge? Ou est-ce que justement tu as déclenché au niveau du rond rouge? Et si c'est au niveau du carré que tu as pris ta position, pourquoi spécifiquement? Parce qu'on voit qu'on était à ce moment-là en dessous des précédents plus hauts. Donc si tu peux nous en dire un peu plus, Nico, ça peut être intéressant. Alors, ça on avait vu. Il m'en reste 2, d'accord. Donc sur les 5 contrats, tu as fait une sortie fractionnée, d'accord. Phil qui disait salut Nico. Pas de talent du trading cette année. Bah tu sais quoi, en fait moi je suis un peu dégoûté, je me suis dit je me serais bien inscrit au talent du trading, mais là c'est trop tard, j'ai vu. Mais j'ai pas eu le temps, c'est dommage, mais peut-être la prochaine édition je la ferai. Et Nico l'avait fait l'année dernière, il a quand même duré un petit moment, je sais plus comment tu avais terminé Nico. Non, je m'occupe de mon compte réel. Ok, bon c'est quand même sympa je trouve ces événements, j'ai un peu de regrets, mais j'avais pas eu le temps de m'inscrire, donc voilà. Bah, n'hésite pas à nous en dire plus, en tout cas par rapport à tes prises de position Nico. Alors, bon, on a regardé déjà pas mal de produits, j'ai fait le tour de ce que je voulais voir, je vais voir s'il y a d'autres produits. Si vous avez des idées, des choses que vous voulez me montrer, n'hésitez pas. Là, je vais aller voir un produit que j'ai moins l'habitude de regarder. On va se mettre sur le dollar face au dollar canadien, ici en graphique journalier. Donc, dollar face au dollar canadien, c'est un produit qui bouge assez peu. Alors, si on met carrément en weekly, le temps que ça charge, voilà ce que ça donne. Alors, ça a beaucoup bougé pendant la crise des subprimes, puisqu'on voit ici... pas pendant la crise des subprimes, on a quand même du recul depuis 1999. Donc on a eu dans les années 2000 une très grosse baisse, puisqu'au départ on cotait 1,6166 $ pour 1 dollar canadien. On a marqué des plus bas lors de la crise des subprimes, on cotait 0,90 $ pour 1 dollar canadien. Ou l'inverse. Alors, 2 secondes. Dollar face au dollar canadien. Donc oui, c'est ça, oui. Ensuite, on est bien remonté, et là, désormais, on est dans une zone médiane que je pourrais dessiner à la parité, quasiment à 1.
on va dire à la parité, oui. Là, on est plutôt dans la partie haute du range dans lequel on évolue depuis, depuis septembre pardon, 2011. Donc si on zoome justement sur cette zone, ici on a un graphique hebdo, hein, donc on a beaucoup de recul. Pour moi, le haut de cette zone, il se dessine à 1,0660 et la partie basse de ce range se dessine à... Par contre c'est relou ça. 2 secondes. Voilà. À 0,9391. On peut descendre un peu plus bas par rapport à la crise de ce point, mais pour moi c'est ça. Et ça reste encore un support assez large, donc on peut remonter le support. Voilà, donc pour moi la zone de support s'étale de 0,97.27 à 0,9391, ça fait une zone assez large. La zone de résistance est beaucoup plus restreinte, pour moi elle se dessine de 1,0521 à 1,0660 et on est pour moi dans cette zone haute. Donc là, ce qu'on peut faire c'est soit pour les plus agressifs en position dès maintenant. Maintenant pour moi ça reste très agressif. On peut attendre une amorce un peu plus franche que ce qu'on a simplement à Doji, une petite reprise du marché par les vendeurs pour rentrer, puisqu'on est dans une zone de résistance au sein d'une zone de range, et donc pourquoi pas alors aller chercher la zone médiane, donc la parité 1, ou aller chercher carrément le support, selon sa conviction dans le scénario que l'on joue. Voilà, donc dans l'absolu. Alors après on peut adapter également cette vision sur des positions et sur des stratégies plus court terme, mais il y a des choses à faire pour moi plutôt à la vente tant qu'on est sous 1.0660. En revanche, si on casse 1.0660 avec de l'intensité, on peut jouer d'accélération. On a vu dernièrement que quand ça accélère quand même assez franchement hein, sur le dollar face au dollar canadien, et sinon dans le reste du temps, ça bouge assez peu. Donc voilà ma vision techniquement. Voilà, dollar face au dollar canadien, l'argent, on a déjà regardé l'or, AUD, USD, pourquoi pas. AUD, USD, on est en impulsion baissière, très intéressant, on va chercher de nouveau plus bas, donc on peut supprimer les Fibo, que j'avais représenté sur le graphe. Très bonne impulsion, donc là dans l'absolu, vendre, hein. On a cassé les précédents plus bas, donc vente, tout simplement. Ça peut être agressif, mais ça sert à rien de refaire... voilà, je prends souvent l'image, si on compare ces graphiques à la vie réelle, c'est un objet ou quelque chose que l'on vend qui attire beaucoup de monde. Alors là, en l'occurrence, c'est à la baisse, donc c'est le dollar australien qui se dévalue. Le dollar américain face au dollar australien attire beaucoup de monde. Peut-être qu'on a justement de l'attente de baisse du QE, donc on commence à avoir un dollar qui remonte. Mais en tout cas... tout le monde va dans ce sens-là, donc ça sert à rien de s'opposer à cela. On peut considérer que c'est bas, donc à ce moment-là, il faut mieux rester en dehors du marché. Moi, j'ai pas de conviction particulière par rapport au dollar australien, on prendra plus de recul pour se faire une petite idée. Mais là, oui, je vendrai. Donc on prend un bénéfice, on va aller voir quelle zone peut être intéressante. Comment on sort? On peut sortir un tiers en cas de cassure des 0,9345. On peut sortir un second tiers au niveau de la cassure des 0,9665 et un dernier tiers, par exemple, au niveau de la cassure des 0,9791. En revanche, si ça se passe bien, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Les prochaines zones de support. Alors pour moi, on a des prochaines zones de support à 0,8751. 0,8751. Donc si on voit qu'on commence à traverser dans cette zone, on prend le bénéfice. Si on voit qu'on y arrive fort, on laisse courir et on va chercher plus bas. Après, les prochaines zones de support peuvent carrément se dessiner à 0,8064. Ça, c'est des supports tracés à partir de l'étude des graphiques directs. Maintenant, on peut également prendre l'ensemble du mouvement de hausse qu'on a eu ces derniers mois, dernières années, pour tracer un Fibo. Donc pour moi, là, le Fibo, on pourrait prendre les plus bas de 2007 et les plus hauts qu'on a marqués récemment. Et donc à ce moment-là, voilà ce qui se dessine. Donc on est sur les 38.2. Attention, la dynamique de fond, techniquement, elle n'est pas remise en question. On est phase de repli, mais on semble vouloir casser ces 38.2. Pourquoi pas viser un retour vers les 50%, si on a confiance dans le scénario baissier. Voilà, mais en tout cas, belle impulsion. Alors, ce que j'avais dit là, c'est purement technique, hein, ce que j'ai dit. Maintenant, fondamentalement, comment je comprends les choses par rapport à cette lecture graphique. Alors, on voit, comme sur beaucoup de paires, 2008, début de la crise, on a une grosse évaluation de toutes les devises face au dollar. Donc, dans l'absolu, quand c'est vraiment la panique, tout le monde va vers le dollar. Et après, une fois qu'on commence à un peu reprendre ses esprits, partir de ce mouvement de panique qui dure
quelques jours à quelques semaines, ça a quand même duré quelques semaines, voire quelques mois en 2008. Une fois qu'on reprend ses esprits, et ben là on a d'autres stratégies. Donc ce que je constate, c'est quand c'est la panique globale, les premiers jours, premières semaines, tout le monde va vers le dollar. Ok, toujours grosse confiance dans les États-Unis et dans sa monnaie en tout cas. C'est objectif, hein, c'est qu'on a pu voir sur énormément de produits. Et une fois qu'on commence à reprendre un peu ses esprits, ben là, on établit des stratégies plus long terme. Et donc on a vu que le dollar australien, avec ses forts taux d'intérêt, intéressé du monde. Alors ces derniers mois, dernières années, on a eu tendance à avoir une politique monétaire qui est moins, qui cherche moins à attirer les capitaux par rapport au dollar australien. Donc on a une sanction. Là, finalement, le mouvement de correction n'est pas si fort, d'autant que le mouvement de hausse sur la décennie dernière est très fort, puisqu'on avait à la base un dollar australien qui cotait 0,48, et on a les cotés jusqu'à 1,10 face au dollar américain en une décennie. On a quand même plus que doublé, voire même presque triplé la valeur du dollar australien face au dollar américain. C'est quand même considérable, il faut se rendre compte de l'enjeu et des enjeux économiques que cela représente. Il y a quand même des grosses sociétés dans ces deux pays, c'est deux pays très industrialisés, bon les États-Unis j'en parle pas, mais même l'Australie, donc on peut pas faire n'importe quoi avec les monnaies. Donc moi ça me choque pas de vendre actuellement là, le dollar australien face au dollar américain, ou en tout cas d'établir des stratégies plutôt de vente. Voilà, 18h53, pas de réaction sur le chat écrit, n'hésitez pas à poser vos questions, on va lire un article ou deux comme on fait souvent en fin d'émission, et ensuite je ferai le résumé sur ma position. Là ce qu'on va aller voir, alors... On va aller sur un blog. On va aller sur le blog d'Enlil, tiens. Bon, il n'y en a pas 50, hein, des blogs de toute façon français. Les blogs de qualité, il y a Margin Call, il y a Enlil.com, c'est des très bons blogs. Alors, ici, ouverture d'une position swing sur le CAC 40. Eh bien, on va aller lire ce qu'a fait Benoît par rapport au CAC. Je vais voir une position swing sur le CAC 40 à 3175 à l'achat en direct sur le forum bourse sur la file du jour. Vous y trouverez des explications. Objectif court terme 3740, 3750, voire plus selon la configuration. Je me réadapterai en temps réel. C'est une position que je peux tenir plusieurs mois ou années sans souci de money management, donc pas de stop particulier. On peut descendre à 0 sur le CAC 40, je suis toujours là. L'idée, c'est qu'avec une vision moyen terme, à la fin de l'année, je vois plus le CAC 40 à 4000 points qu'à 3300, plus 10%, moins 10%, 3300 étant la fin de l'euro, la fin du monde ETC. Ah oui, bon, j'ai pas la même vision que lui, mais... La position représente moins de 10% du portefeuille. Les USA résistent superbement, les news sont bonnes pour les marchés, et pas forcément pour les gens, il y a une grosse différence. Les annonces de Bernanke sont intégrées. Graphiquement, c'est plutôt propre pour du moyen terme, 3750 étant la zone de gravité depuis quelques années. Allons-y. J'ai préféré le CAC 40 au DAX 30 cette fois-ci, car je trouve qu'il y a un problème sur le DAX 30 depuis 3 semaines. Il plonge trop vite et remonte moins vite que les indices US. Je le sens moins en ce moment. Position du portefeuille, CAC à 3775, donc voilà, on voit qu'il est acheteur. Bon, pour du swing, là, vraiment, c'est du plutôt long terme. Match qui réagit sur le Skype. En tendance, c'est plutôt l'inverse Fab. On encaisse plusieurs fois, ce qui permet de financer des pyramidages et on sort sur un seul stop loss. Ouais, alors après, ça c'est chacun sa vision, parce que moi je fais pas forcément comme ça. Mais comme je dis, voilà, moi je donne un scénario. De toute façon, après, n'hésitez pas à réagir, même par audio, c'est plus parlant parfois. Mais c'est pour ça que j'ai raison. Moi, alors, du coup, là, j'ai un compte témoin et je vais vraiment gérer sur le long terme. Vous allez voir que c'est pas du tout un petit projet qui va durer quelques semaines. Ce compte témoin, on va essayer de superformer le CAC. J'agis comme ça. Maintenant, il y a peut-être d'autres stratégies à mettre en place, etc. De toute façon, les marchés sont vastes. Et c'est aussi ces différences d'opinion et de manière de traiter, ces différences d'objectifs et d'attente par rapport au marché qui amènent ces mouvements. Si on faisait tous la même chose, forcément, il n'y aurait pas de marché. Alors, l'ami Nico, qu'est-ce qu'il disait non, ça en avait vu. Je voulais rentrer dans le sens de la tendance sur le Dow Jones, mais je souhaitais attendre la fermeture des bourses européennes. Je suis principalement rentré sur le MACD en unité de temps 5 minutes. Je suis stoppé. Ok, donc tu étais stoppé sur tes deux derniers cinquièmes de position. Tu été stoppé en positif, c'est ça, Nico? J'ai pas bien vu, mais on a eu tendance à rebaisser un petit peu là. J'ai vu par rapport en position qui repartait légèrement positif. Pas de stop, monsieur Rousseau. C'est une faute pro pour moi, disait Phil. Ok, alors après lui, il a dit qu'il avait une petite position. Moi, ça me choque pas plus que ça. Phil, est-ce que tu peux développer pourquoi, d'après toi, c'est une faute pro? Ce qu'il a fait ici. Donc sur le Dow Jones qu'on a regardé tout à l'heure.
ici en 5 minutes. Oui, on a eu une petite phase de correction, donc Nico en a profité pour sortir. Je suppose que tu réalises quand même un bénéfice significatif sur cette position acheteuse sur le Dow Jones. Bravo à toi, Nico. Nico qui a des trades à chaque fois intéressants. Enfin, ça fait des années maintenant hein, qu'on suit un peu ce qu'il fait. Et une approche très simple de suivi de tendance et d'impulsion sur les indices, et ça se passe bien pour lui depuis un long moment maintenant. 3 points sur le DAX entre 8h40 et 8h45. Allez, on va lire un autre article. Voilà, le message va être court. Journée trading terminée. Les 3 points ont été réalisés en pré-market sur le DAX. 7837,3, 7840,3. Journée finie. Si j'étais à Venise, j'irais déambuler dans les rues. Comme je suis en France, je vais passer ma journée à faire ma comptabilité. C'est assez agréable d'envisager le trading de cette manière. Comme pour le blog, cela fait du bien. Fin de journée. Ok. Guide d'analyse technique. TP 3740, disait Phil. Alors, pour ceux que l'analyse technique intéresse, un guide de l'analyse technique à l'usage des débutants est achevé. Vous y trouverez 22 indicateurs expliqués avec des vidéos. MACD, à terme, il y aura 22 vidéos. C'est un peu long à faire. Donc, on va aller voir ce que donnent ces articles. Ah oui, d'accord, il y a des vidéos. Je vais m'abonner à la chaîne. Maximisez votre potentiel d'investissement avec Active Trades. Active Trades, c'est en quelques clics un accès direct. Ok. Ok, donc il semble que ce soit des vidéos sans son, juste avec de la musique et des explications écrites, mais donc il parle des différents indicateurs, etc. Je te mets le lien sur le chat écrit vers la chaîne donc, de Benoît Rousseau, qui gère justement ce blog Enlil. Donc voilà. Ok, donc assez intéressant. Ok, eh bien, il est déjà 18h59, on a terminé cette session. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça défile. Conclusion, très bien, le CAC a un peu redescendu ce jour. On a eu une belle baisse pendant un moment et on voit que les US ont soutenu les cours. Demain, c'est fermé aux US, il ne doit pas y avoir tant de mouvement que ça. Vendredi, à mon avis, ça a bien bougé. Vendredi, j'animerai pas l'émission puisque je pars 3 jours là ce week-end, vendredi soir. Je maintiendrai cette position à la vente. Demain soir, donc dernière session de la semaine. Je verrai si je peux trouver quelqu'un pour vendredi pour me remplacer, mais si je n'en trouve pas, il n'y aura pas d'émission vendredi soir. Et on verra. Pour le moment, en tout cas, toujours dynamique baissière, donc ça va, on est dans le sens de l'impulsion moyen terme, ici en graphique 4 heures sur le CAC 40, en lice avec mon biais et ma lecture des graphiques et des cours des marchés actions, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, avec notamment ce potentiel arrêt ou ralentissement des QE, un objectif qui n'est pas trop large, qui est les 3006, qui ont été marqués et qu'on a cherché il y a quelques jours, qui sont une zone de support assez importante. Si ça se passe mal, on sait comment on sort. Donc voilà, je maintiens simplement un biais baissier en accord avec une lecture graphique, technique, une lecture fondamentale et psychologique des foules et des investisseurs sur les marchés. Donc voilà, bien, je laisse courir ça, risque faible, maîtrisé, pas grand chose de plus à signaler. Et bien si on se compare au CAC 40, avec le nom de l'émission qui est Surperformance, pour l'instant, on surperforme, donc on va continuer à travailler dans ce sens-là. Je vous rappelle que vous pouvez suivre à tout moment les positions en cours en cliquant sur le lien résultat du compte au-dessus ou en dessous du cadre de diffusion de l'émission. C'est mis à jour toutes les 5 minutes via MyFXBook. Bonne soirée à tous, bon trade, et je vous retrouve demain soir pour une nouvelle session de trading. Ciao!